Bonsoir à tous et bienvenue à la salle de la mairie de Tincourt-Boucly pour l'ouverture de la troisième année universitaire de l'université rurale de la Cologne. Alors, euh, forcément, vous le savez, on a vécu des moments un peu particuliers. C'est notre troisième année universitaire. La première, on a fait des conférences, on était en présentiel. Maintenant, c'est vrai qu'on parle comme ça. Et on avait fait toutes les conférences ici. La deuxième année, on a fait un système un peu mixte. On a fait une conférence en présentiel et le reste, on a enregistré les conférences parce que c'était les périodes de confinement. Et donc, on les a diffusées sur Facebook en différé et sur la chaîne Tincourt TV sur YouTube. Cette année, on inaugure une manière un petit peu particulière. Là, on fait un mixte. On fait des conférences qui sont retransmises en direct sur Facebook. Donc, je salue tous ceux qui nous regardent en direct via Internet. Et la conférence sera également retransmise en différé à partir de demain sur la chaîne Tincourt TV, sur la chaîne YouTube. Mais on fait aussi en présentiel parce que vous êtes là aujourd'hui, en respectant les consignes sanitaires et titulaire du pass sanitaire, ce qui permet à Monsieur Leroy, notre conférencier que je vais vous présenter dans quelques instants, et puis à moi de vous parler sans masque. C'est quand même un peu plus pratique et plus facilement compréhensible. Alors, ça, c'est les changements de cette année, pour cette année universitaire. Il y a quelques changements aussi dans les thèmes. Vous verrez qu'on va aborder des thèmes un peu différents cette année. Mais il y a au moins quelque chose qui reste et qui est toujours une constante. C'est toujours des experts dans leur domaine qui viennent faire des conférences chez nous, ici, à l'Université rurale de la Cologne. Donc voilà, ça c'est important. Et donc ça me permet, ça fait la transition. Aujourd'hui, on reçoit Monsieur Pierre Leroy, qui est notre conférencier du jour. Alors, Monsieur Pierre Leroy, je vais le présenter parce qu'il est en plus très modeste, donc autant que ça soit moi qui le présente. C'est le président de l'association de recherche sur l'histoire locale. C'est une association de Peuilly, un petit village à côté de Tincourt. C'est une association qui a été créée en 1983 et qui a pour objet de faire des recherches sur différents sujets sur l'histoire locale. Et ils se sont intéressés, alors, pas mal de sujets, vous pourrez lui poser quelques questions à la fin, mais ils se sont intéressés particulièrement cette année à un sujet qui est la guerre franco-prussienne de 1870-1871. Et pourquoi cette année en particulier? Parce qu'on célèbre cette année le 150e anniversaire d'une bataille. Je ne vais pas déflorer la conférence, mais c'est le 150e anniversaire de batailles qui se sont déroulées dans notre secteur. Voilà. Donc, Monsieur Leroy va vous présenter tout cela. Donc on fait comme d'habitude, et ça c'est une constante dans nos séances, dans nos conférences, un exposé qui va durer 3/4 d'heure, 1 heure, en fonction de ce que Monsieur Leroy décidera de faire. Et puis à la fin, nous pourrons faire 1/4 d'heure de questions-réponses, si vous le souhaitez. Et puis, si sur Internet, puisqu'on la suit en direct sur Facebook, on a quelques internautes qui ont des questions à poser, qui nous les envoient en message, et je me ferai le messager auprès de Monsieur Leroy. Voilà. Monsieur Leroy, je vous laisse la parole, parce que c'est vous qui parlerez du sujet beaucoup mieux que moi aujourd'hui. Et donc, bonne conférence à tous. Voilà, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Au sujet des batailles dont il va être question, pour ce qui concerne la célébration ou la commémoration, on est un peu en décalé puisque ça se passait principalement en janvier 1871. Et bon, sur Peuilly, on a fait une commémoration qu'on devait faire en janvier, mais qui a été reportée au mois de septembre, aux Journées du patrimoine, du fait de la crise sanitaire. Donc voilà, on va revenir plutôt dans les débuts de fin 1870 et début 1871. Vous avez devant vous le plan de mon intervention, et donc j'en viens directement au contexte international en Europe dans les années 1860. On va entrer direct dans le vif du sujet. Parce que guerre franco-prussienne, pourquoi la Prusse? Voilà. Donc la Prusse, c'était à l'origine un simple duché, mais qui a constamment cherché à augmenter sa puissance militaire et financière. En 1866, un conflit interne à la Confédération germanique opposa la Prusse et l'Autriche, qui en étaient membres. Et il s'ensuivit une guerre courte mais décisive. La Prusse en sortit vainqueur. Les résultats en furent notamment
l'affaiblissement de l'Autriche, la dissolution de la Confédération germanique et l'agrandissement de la Prusse. Donc au niveau international, les équilibres politiques en furent modifiés et la France perdit sa prédominance en Europe. Et donc les relations avec la Prusse devinrent difficiles et dès lors, une guerre était prévisible. Il y a un auteur de voilà. Nous mènerons nos chevaux boire dans la Seine. Et puis, en Espagne, en 1868, la reine Isabelle fut détrônée par une action militaire. Mais le Parlement espagnol, donc les Cortés, décida que la monarchie devait être rétablie. Le roi Guillaume de Prusse proposa que son cousin, le prince Hohenzollern, monte sur le trône d'Espagne. Napoléon III s'y opposa, craignant que ses liens familiaux soient trop défavorables à la France. Alors, en 1870, cette situation engendra un désaccord politique manifeste entre la France et la Prusse. Alors que le prince Hohenzollern renonçait au trône, Napoléon III ne se contenta pas de ce retrait. Il exigeait que le roi de Prusse s'engage pour l'avenir, ce que celui-ci refusa. Alors, chargé de transmettre ce refus à Napoléon III, le chancelier Bismarck, informant la dépêche écrite par le roi de Prusse, indiqua dans son message télégraphié à Paris que Sa Majesté Guillaume Ier ne souhaite pas recevoir à nouveau l'ambassadeur. Donc, senti comme du mépris par la France, et Napoléon III déclara la guerre à la le 19 juillet 1870. Alors on pourra en dire davantage, mais on va rester sur ce résumé. Voilà. Donc, déclaration de la guerre le 19 juillet. Le début des hostilités eut lieu réellement le 26 juillet, à Niederbronn, dans le Bas-Rhin. Le 2 août, l'armée française mena l'offensive sur la frontière, à Saarbrück. Le 4 août, premier revers à Wissembourg, où les forces prussiennes étaient considérables. Une lutte de 1 contre 10 qui a duré 6 heures. Le 6 août, l'armée française perd la bataille de Reichshofen, dans des combats opposant 33 000 Français contre 120 000 Prussiens. On voit les chiffres, voilà. Le 16 août, à Gravelotte, les forces engagées par les Prussiens sont à nouveau considérables, pas moins de 150 000 hommes. Et leur perte est très grande, 20 000 hommes au moins hors de combat. Les pertes françaises furent également très importantes. Le lendemain 17 août, les combats acharnement, et il en fut ainsi jusqu'au 20 août. De là l'expression que certains ou certaines d'entre vous connaissent peut-être, ça tombait comme à Gravelotte. Alors si cette expression évoque la pluie, quand ça tombe fort, ou éventuellement les difficultés qui s'amoncellent en peu de temps, ça fait bien sûr référence aux balles et aux obus qui s'abattaient de part et d'autre sur les soldats, et ça évoque aussi dramatiquement les hommes qui tombaient sous cette pluie de balles et d'obus. Alors après ces sanglantes batailles, l'armée du général Bazaine, repoussée par les forces prussiennes, se trouva obligée de se réfugier dans Metz. Le général MacMahon, ayant pu reformer à Chalon-sur-Marne une armée de 120 000 hommes, décida d'aller porter secours à Bazaine et se dirigea sur Metz avec l'empereur, présent avec son fils dans cette armée. Alors, dans une approche hésitante et ondoyante, diront les Prussiens, MacMahon avança finalement à travers les Ardennes et se trouva, au bout du compte, acculé et encerclé en Sedan. Le 1er septembre s'engagea sous les murs de cette ville une terrible bataille qui fut pour les Français un véritable désastre. Le 2 septembre eut lieu la capitulation de Sedan. Napoléon III se constitua prisonnier du roi Guillaume de Prusse.
Il fut emmené en captivité en Allemagne à Cassel, d'où il ne reviendra que le 19 mars 1871. Quand le désastre de Sedan arriva à Paris, la foule en vint à manifester dans les rues au cri de « Déchéance » et « Vive la République !» Et le 4 septembre, le corps législatif, le Parlement, proclama la République et un gouvernement de la défense nationale fut nommé. Ce fut donc en France la fin du Second Empire et le début de la Troisième République. Alors pendant ce temps, une grande partie de l'armée prussienne poursuivait son chemin à marche forcée en direction de Paris, dont elle entreprit le siège dès le 19 septembre. Alors Paris assiégé, le gouvernement n'avait plus de contact direct avec la province. Le 7 octobre, Gambetta, ministre de l'Intérieur et ministre de la Guerre, sortit de Paris en ballon dirigeable, seul moyen pour sortir de Paris assiégé, de manière à rejoindre une délégation du gouvernement déjà installée à Tours. Sa mission consistait notamment à mobiliser des armées en province pour poursuivre la guerre et ainsi organiser la résistance à partir des armées de l'Ouest et de l'Est, puis aussi à partir de l'armée du Nord qui restait encore à construire. Donc l'armée prussienne continuait son envahissement de la France en occupant de nombreuses villes et contrées. Et le 8 octobre, les Prussiens sont aux portes de Saint-Quentin et mènent une attaque en arrivant par le faubourg d'Ille. Sous la houlette du préfet, les Saint-Quentinois se mobilisèrent et réussirent à repousser l'ennemi. Et la place du 8 octobre, à Saint-Quentin, rappelle ces combats héroïques qui ont fait reculer les Prussiens. Tout au moins pour cette fois, car le 21 octobre, une nouvelle attaque permit que les forces ennemies entrent dans la ville. En effet, en cette période de septembre-octobre 1870, le pays au nord de la Somme était à peu près sans défenseurs. L'ennemi, par ailleurs, y était peu présent, dans la mesure où son seul objectif était alors Paris. Et pendant ce temps s'organisaient à partir de Lille les premiers régiments de la future armée du Nord, dont le général Federbe allait bientôt prendre la tête. En novembre, la situation se modifie. Les troupes prussiennes se font toujours plus nombreuses dans la région et, suite à la bataille de Villers-Bretonneux le 27 novembre, Amiens est occupé par les Allemands. Alors là, vous pouvez voir sur la diapo une carte indiquant les lieux et dates des différentes batailles dans la Somme, mais donc ça vous donne un aperçu et vous allez les découvrir au fil de l'exposé puisque je m'arrêterai à chacune de ces dates et de ces lieux. Enfin, on voit que ça a beaucoup donc, circulé un peu comme ça dans notre secteur. Alors, je parlais donc de la bataille de Villers-Bretonneux le 27 novembre. Et quelques jours auparavant, le 21 novembre, après des passages répétés de lanciers prussiens, une colonne de l'armée du Nord, désormais sous le commandement du général Federbe depuis le 3 décembre, donc une colonne du Nord entre dans Ham de manière silencieuse, sans difficulté, après quelques coups de feu tuant les sentinelles à l'entrée de la ville. Ensuite, c'est dans les rues et chez les habitants que les Prussiens furent arrêtés et faits prisonniers, dont le lieutenant premier Bürger, son nom, commandant les bataillons prussiens présents à Ham. Mais donc retenez bien ce titre et ce nom parce qu'on va y revenir bientôt. Donc la ville était reprise, mais le fort de Ham était occupé par une garnison. Or, le général Lecointe avait reçu mission de reprendre la ville de Ham,
et sa citadelle à tout prix. Alors, les tirs provenant du fort et visant les soldats français étaient constants. C'était, disait-on, une grêle de projectiles. Alors, il y eut une première tentative visant à entreprendre des pourparlers avec les Prussiens barricadés dans le fort. Ça s'est soldé par un échec, notamment du fait de l'obstacle de la langue. Les pourparlers, voilà. Lors de la deuxième tentative, c'est un soldat prussien qui avait été sollicité pour parlementer en langue allemande. Celui-ci, à proximité de l'entrée du fort, a reçu une balle au front qu'il fit tomber à la renverse, mort. L'officier, furieux, dans une explosion de colère, menaçait de lancer une attaque de vive force et de passer tous les assiégés au fil de l'épée. Un médecin de Ham, qui soignait les blessés, fit valoir le danger d'une telle entreprise, qui risquait de provoquer un carnage dans les rangs des soldats français. En effet, de manière quasi certaine, ils se feraient abattre les uns après les autres en pénétrant dans le fort. Après avoir entendu la description minutieuse de l'intérieur du fort et les arguments tout à fait fondés exprimés par le médecin, l'officier finit par abandonner cette idée de coup de force dictée par la rage. Il fallait donc trouver un autre moyen. Et ainsi, une autre option fut mise en œuvre. Plusieurs officiers entreprirent de convaincre donc le lieutenant premier Burger, qui avait été arrêté au début de l'action et dont on a parlé, donc le convaincre de parlementer lui-même prussienne s'était éloignée vers la Normandie, que l'armée du Nord était en grand nombre à proximité, et que, quoi qu'il en soit, les Français avaient décidé d'en finir de gré ou de force avant le lever du soleil. Possédant encore suffisamment de vivres pour tenir, les soldats prussiens se sont longuement montrés indécis. Mais après une heure de pourparlers, au milieu de la nuit, ils finirent par s'en tenir aux arguments de leur chef et acceptèrent de se rendre. Donc on est dans la nuit, et donc très vite, aux premières heures de ce 10 décembre, le protocole de capitulation fut signé. Et ce fut, comme c'est évoqué dans le guide du routard de la Haute-Somme, publié dernièrement, enfin récemment, ce fut le seul acte de capitulation prussienne signé au cours de cette guerre de 1870-1871. Le seul acte de capitulation prussienne. Les soldats prussiens quittèrent le fort ce même jour, 10 décembre, dès 6 heures du matin, et se constituèrent prisonniers. C'est ce qu'on a appelé le coup de théâtre de Ham. On pourrait croire que ça avait été une bataille, et bon, ça a été des pourparlers, et voilà, beaucoup de finesse. Cependant, l'armée française ayant, dans cette guerre de mouvement, on a vu avec la carte tout à l'heure, vous avez pu voir combien c'est une guerre de mouvement, hein. Eh bien, l'armée française, dans cette guerre de mouvement, a quitté les lieux quelques jours après, pour aller plus loin, voilà. Et les Prussiens ont à nouveau investi la ville de Ham le 17 décembre. Et ce fut une nouvelle occupation par l'ennemi qui durera, dès lors, 7 longs mois, c'est-à-dire jusqu'au 23 juillet 1860. Ces 9 et 10 décembre à Ham est apparu comme un danger pour l'armée prussienne. Et celle-ci, en réaction à cette situation, et forte de sa supériorité numérique, entreprit de pour porter une attaque à l'armée de Faidherbe. La confrontation eut lieu les 23 et 24 décembre dans la vallée de la Lue, à l'est d'Amiens. Après des heures d'un combat acharné, l'armée du général Faidherbe parvint à maintenir ses positions sur les hauteurs de Pont-Noyel. Et donc, en mémoire de cette bataille, un monument haut de 10 mètres, la colonne Faidherbe,
a été élevé en 1873 sur l'une des collines qui domine Pont-Noyel et la vallée de la Lue. Mais revenons un instant sur la ville de Ham. En effet, au lendemain de la bataille de Pont-Noyel, le 25 décembre, une division de 6 000 hommes de cavalerie, artillerie, génie et infanterie fait son entrée dans la ville de Ham. Le 27, toutes les troupes logées à Ham et aux environs partent inopinément avant le jour dans la direction de Péronne. Elles vont commencer l'investissement de cette place. Les Prussiens restés à Ham affirment que Péronne est bloquée par 18 000 hommes. Et en effet, les bataillons prussiens s'installaient sur les collines autour de Péronne, au nord comme au sud. Le 28 décembre, en fin de matinée, un officier prussien apporte au commandant de la place de Péronne un message provenant de Tincourt-Boucly, donc ici, où siège alors le quartier général prussien pour la région. Il est demandé à l'armée française de rendre la forteresse de Péronne, entre guillemets. Faute de quoi, le bombardement de la ville débuterait dès 2 heures de l'après-midi. Réponse du commandant de la place de Péronne: je défendrai la ville jusqu'à la dernière extrémité. Et le bombardement prussien commença à l'heure dite. Dans les heures qui suivirent, déjà l'église et l'hôpital étaient atteints par les tirs d'obus, avec pour conséquence immédiate des incendies qui se propageaient très vite dans la ville. Le 29 décembre, au 2e jour du bombardement, un obus est tombé à proximité des Grands Moulins, touchant le poste de combat d'un bataillon de la marine affecté à cet endroit. Le marin Delpa, canonnier en poste à ce moment-là, trouva la mort au combat. Un monument, rue du Marin Delpa, à Péronne, honore sa mémoire. Ses camarades de combat tombèrent à terre et plusieurs furent blessés. Mais ils se relevèrent pour suivre le combat. Durant les jours suivants, la canonnade s'atténua légèrement et le 1871 fut très calme de ce point de vue. Déjà, les munitions commençaient à manquer côté prussien. Mais après l'arrivée de nouvelles munitions, les tirs reprirent de plus belle dès le 2 janvier, jusqu'à ce que, de nouveau, les munitions prussiennes fassent progressivement défaut. Entre-temps, cependant, les tirs, dans une alternance d'intensité et d'accalmie, continuaient à générer des incendies sur des immeubles ou des maisons des particuliers. La ville, quotidiennement, était la proie des flammes. De nombreux habitants avaient dû quitter leurs maisons détruites par le feu ou endommagées et se retrouvaient entassés dans les casemates et les souterrains des châteaux. Vers la fin du siège de Péronne, on pouvait y compter environ 1200 personnes étant venues chercher refuge dans ces lieux où les conditions hygiéniques étaient devenues déplorables. Alors, à plusieurs reprises durant le siège, les habitants ont sollicité la commission municipale et le comité de défense pour que soit demandée la fin du bombardement. Mais il y avait toujours cet espoir que le général Federbe vienne secourir Péronne avec son armée du Nord qui venait de repousser les Prussiens lors de la bataille de Bapaume le 3 janvier. Cependant, cet espoir, qui conduisit le comité de défense à répondre à la population « Il faut tenir quand même, malgré les souffrances », cet espoir resta vain. Federbe ne vint pas délivrer Péronne de ses assiégeants. Toutefois, le 2 janvier 1871, une délégation avait été envoyée au quartier général, au château de Boucly, pour demander que les femmes, les enfants et les vieillards puissent quitter la ville. Donc les délégués furent conduits à Tincourt-Boucly, les yeux bandés. Reçus dans la salle à manger du château, ils furent gardés par des sentinelles comme des prisonniers, avant d'obtenir, après de longues heures d'attente, une réponse ferme et cinglante.
seule une proposition de reddition pourra être acceptée. Le siège continua donc avec ses bombardements quotidiens. Cependant, le 9 janvier, après avoir reçu de nouvelles munitions de gros calibre et en quantité satisfaisante, le général Barnekow, commandant de l'armée assiégeante, fit porter un pli au commandant de la place de Péronne. Un message exigeant la reddition de la ville de Péronne avec, en cas de refus, la menace d'une intensification des bombardements au moyen des canons et munitions de fort calibre nouvellement arrivés et en cours d'installation autour de Péronne. Une délégation de Péronnais fut exaspérés, qui souhaitaient la capitulation de la ville pour quitter leur appartement, les incendies permanents et l'état sanitaire toujours plus dégradé, le Conseil de défense accepta d'envisager la reddition. Et la délégation péronnaise, mandatée par le Conseil de défense, négocia en ce sens au quartier général prussien. Après que les modalités de mise en œuvre aient été discutées ou imposées, le protocole de capitulation fut signé dans le salon d'un particulier à Cartigny le 9 janvier à 11 h du soir, après 13 jours de siège. Il fut notamment convenu dans ce protocole que, article 1er, la garnison de Péronne se constitue prisonnière de guerre. Article 2, des sous-officiers prussiens entreront dans le janvier à 11 h du matin pour prendre possession des armes de guerre et des munitions. Article 3, les soldats français sortiront de la ville le 10 janvier à 1 h de l'après-midi. Au premier jour du siège de Péronne, le 27 décembre, quand les armées prussiennes ont commencé à s'y installer, les troupes avaient envahi Cartigny. Le nombre de Prussiens qui occupaient le village s'élevait en moyenne à 2500 hommes environ, selon les jours. Sur réquisition, la localité dut les loger et les nourrir. Alors les troupes ennemies étaient bien fournies en café, mais il leur manquait notamment le sucre, le pain et la viande. Alors, ces aliments furent réquisitionnés à Cartigny jusqu'à épuisement complet des vivres dans le village, et les Prussiens exigèrent ensuite des communes voisines ce dont ils avaient besoin. Durant cette période, toutes les issues du village étaient gardées par les Allemands. Ils empêchaient rigoureusement toute communication avec l'extérieur. C'était au moment du siège de Péronne. Et après la capitulation de Péronne, le quartier général de l'armée de siège quitta Cartigny pour aller se fixer à Péronne même, dans la place conquise. Durant ce début janvier 1871, après la bataille de Bapaume, le général Federbe faisait cantonner les troupes de l'armée du Nord à quelques kilomètres en arrière de la ville de Bapaume. Il laissait ainsi quelques jours de repos à ses hommes exténués par les batailles de Lalu, 23 et 24 décembre, et de Bapaume, 3 janvier, qui se sont déroulées par des températures allant jusqu'à moins 8 degrés. Il pensait aussi à sa stratégie pour la suite. Le 13 janvier, il décide de reprendre l'offensive. Et l'armée du Nord se met en marche le 14,
en direction d'Albert. Il s'agit alors d'avancer directement vers Saint-Quentin dans une marche parallèle au cours de la Somme, de manière à éviter les ponts minés par les Prussiens, ainsi que les villages barricadés et protégés par des retranchements ennemis. Ces objectifs, atteindre le sud de Saint-Quentin pour affronter les lignes ennemies, attirer ainsi en Picardie des régiments prussiens en nombre pour les faire s'éloigner de la capitale, et de cette façon desserrer l'étau du siège de Paris. La stratégie, contourner Péronne désormais aux mains des Prussiens, donc se déporter vers les villages de l'est du département de la Somme pour descendre vers Vermand et y cantonner avant de prendre Saint-Quentin. Le 16 janvier à Albert, l'ordre de départ est donné. Météo du jour, une couche épaisse de verglas couvrait le sol et rendait extrêmement difficile et pénible la marche des soldats, de l'artillerie et de tout le matériel. Une partie des troupes, le 22e corps, prit la direction de ce qui suit. Une nouvelle circulaire disant que la prussienne avec 4 canons a été signalée. La panique se mit aussitôt dans les rangs des mobilisés. Un certain nombre jetèrent là fusils et bagages et coururent se cacher dans les granges et les jardins. C'était une fausse nouvelle, comme il y en a eu beaucoup durant cette guerre. Mais cet épisode témoigne de l'anxiété, de l'angoisse dont pouvaient être porteurs ces soldats récemment mobilisés, peu formés et ayant eu à vivre dans les jours précédents plusieurs batailles très rudes. Alors ce même jour, le 17 janvier, et là on se rapproche du lieu où nous sommes, il y eut un affrontement au bois de Buire entre les troupes prussiennes et l'armée du Nord. Donc vous voyez sans doute sur la carte que le bois de Buire se situe entre Temple-la-Fosse et Tincourt-Boucly. Dans la matinée, une brigade française arrivant de Moilin fit son entrée à Temple-la-Fosse et envoya des éclaireurs dans les bois qui dominent le village. Tincourt était alors occupé par un régiment prussien. La confrontation s'avérait imminente et inévitable. Bientôt, la canonnade se fit entendre. Une batterie française, établie sur un mamelon au bas du village de Templeux, lança sur le bois de Buire quelques obus qui suffirent à déloger l'ennemi. Les troupes françaises gravirent alors les pentes situées au nord, pendant que d'autres compagnies contournaient le bois par d'autres chemins, refoulant devant elles jusqu'à Tincourt près de 3000 Prussiens. L'ennemi se retira en toute hâte, tout en continuant d'échanger une fusillade très violente avec les soldats français. Ceux-ci, lancés à la poursuite des Prussiens, arrivèrent devant Tincourt, où ils furent reçus par des coups de feu, tirés de maisons dans lesquelles avaient été pratiquées des ouvertures servant de meurtrières. Ayant pris connaissance de la supériorité numérique des troupes françaises présentes au bois de Buire, le général prussien Barnekoff, en milieu de journée, à
tout contre l'église. Une croix marque l'endroit de sa sépulture et une plaque portant la mention « Mort pour la France » ainsi que son nom honore sa mémoire. Il avait Anne pour nom de famille et Alexandre pour prénom. Donc Anne-Alexandre. Les autres pertes françaises dans ce combat se sont limitées à 7 soldats blessés et un cheval tué. Après cet affrontement, les Prussiens abandonnèrent sur place 4 soldats morts au combat. L'un d'eux, frappé d'une balle au front, fut enterré à la lisière du bois de Buire. 3 autres furent tués par des éclats d'obus. Parmi ces derniers, 2 furent inhumés dans le cimetière de Tincourt. Et le 3e fut peut-être emmené par ses camarades de combat, comme c'était souvent le cas pour l'armée prussienne. D'autre part, 2 soldats ennemis blessés grièvement furent aussi soignés pendant 4 jours dans le village, puis évacués sur Péronne. Il y avait dans les villages, comme dans les villes à Saint-Quentin, ce qu'on a appelé les ambulances. Donc les ambulances, ça vient de l'hôpital ambulant, en fait, comme ça s'est transformé petit à petit pour devenir les ambulances qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, les blessés étaient soignés d'abord dans les villages ou dans la ville, dans ces ambulances. Voilà, alors donc, suite à ce combat à Tincourt, les régiments français, avec cet objectif de descendre Saint-Quentin, poursuivent ensuite leur chemin sans encombre, traversant pour les uns les rues de Marquère, Roisel et Berne, pendant que d'autres allaient passer la nuit au Ronsois, Épeuilly, Esbécourt, Hervilly, Vendel et autres villages du département de l'Aisne. Alors, depuis le 27 décembre 1870, des troupes et éclaireurs prussiens traversaient les villages où ils séjournaient ponctuellement. Mais en ce 17 janvier 1871, c'est l'armée du Nord qui arrive. À midi, tout le village de Berne est en émoi à la vue des troupes françaises qu'on avait signalées et qui venaient de faire leur entrée dans la commune. Nu-pieds, mourant de faim, nous dit Gustave Ramon, nos pauvres soldats, après avoir pris à la hâte quelques nourritures, continuèrent leur route sur Vermand. D'autres régiments arrivèrent le soir à Berne et y couchèrent. Ainsi, en fin de journée, les bataillons français sont là en nombre dans les environnants. Tous ces soldats, mal équipés, sont fatigués par les longs déplacements à pied dans le froid intense de l'hiver. Et leurs chaussures, trop vite usées, ne tiennent pas le coup. L'armée se trouve plus ou moins désorganisée. Les grands gardes, chargés de la protection des cantonnements, souvent ne sont pas à leur poste. En fin de journée, Vermand devient le grand quartier général de l'armée du Nord et les troupes françaises cantonnent dans les villages aux alentours. Du côté de Péronne, les troupes de l'armée allemande ne sont pas loin. L'armée prussienne est en effet très mobile. Les estafettes espionnent les bataillons français et informent leur QG. Ainsi, les troupes ennemies se tiennent toujours à quelques kilomètres seulement des régiments français. Par ailleurs, les Uhlans, redoutables cavaliers allemands armés d'une lance, que vous avez vu tout à l'heure sur une diapo, je crois, patrouillaient sans cesse en avant des colonnes prussiennes sur de grandes distances. Donc le matin du 18 janvier, les objectifs de l'armée du Nord sont Vermand et Saint-Quentin. Le départ des troupes françaises de leur cantonnement était prévu à 6 heures du matin. Mais c'est près de 2 heures plus tard, après des sonneries bruyantes et répétées, que celles-ci se mirent en route, notamment vers Colincourt et Beauvois pour celles qui partaient de Peuilly. Le départ s'effectua donc lentement, péniblement, selon Gustave Ramon. Le déplorable état
dans le cimetière de Tertry. Trèfcon étant tout proche de mais les combats se sont davantage développés entre Trèfcon et Caulaincourt, et sur Beauvois, tout à la fois mitoyen de Trèfcon et de Tertry. À Beauvois, donc là on est dans l'Aisne, les bataillons prussiens mènent le combat contre les troupes françaises en partance pour Saint-Quentin. Les obus atteignent le village, provoquent l'incendie de 2 bâtiments et réduisent l'artillerie française au silence. Alors que la bataille se déplaçait vers Caulaincourt et Peuilly, le général Dubessol ordonna à la brigade qui était sur place de quitter Beauvois et de suivre le mouvement général en direction de Saint-Quentin. En milieu de journée, en plein dégel, la bataille s'est déplacée aux alentours de la briqueterie qui se trouvait à l'époque dans la vallée entre Caulaincourt et Peuilly. Par ailleurs, des troupes progressaient de Caulaincourt vers Vermand à travers les bois. En certains endroits, les soldats avançaient dans la boue, et dans les champs. Sur le plateau, à l'est de Peuilly, l'artillerie française affronta de nouveau les batteries prussiennes. Dans cette froide journée d'hiver, qui avait commencé par le verglas et qui se continuait dans la boue du dégel, les auteurs de l'époque et il y avait des entreprises peu scrupuleuses qui avaient intégré dans les chaussures des éléments de carton, des matières de carton, et donc bien évidemment dans l'humidité qu'il y avait, bien toute cette partie s'abîmait très vite et les soldats se retrouvaient avec des chaussures abîmées ou plus de chaussures du tout, quoi. Et les malheureux soldats battaient en retraite à plusieurs lieues en arrière, nu-pieds, et s'enfonçant à chaque pas dans la boue des ornières sans fond par un affreux dégel. Il faut avoir en tête cet hiver terrible, comme on n'en connaît plus, quoi, avec la neige, le verglas, etc. Alors en même temps que se déroulait la bataille sur le secteur Caulaincourt-Peuilly, 17 Uhlans traversaient et dirigeaient vers Vendel. Donc, un peu plus d'un autre côté. Et donc, il se dirigeait vers Vendel, regardant de côté, patrouillant en éclaireur comme il savait si bien le faire, et à peine arrivé à la limite de la Somme et de l'Aisne, à hauteur de Vendel, il rebrousse chemin à toute allure et en désordre. En fait, une colonne de l'armée du Nord arrivait du côté de Roisel, et notre avant-garde, arrivé à la fabrique de sucre de Montigny, avait fait feu sur eux. Ils disparurent ensuite derrière les haies, ainsi que dans le village de Vendel. Donc il y a une bataille d'un côté, mais ça se bousculait de l'autre côté aussi. Et le matin, dans le secteur de Berne, près de Fléchin, il y avait eu aussi des coups de feu qui avaient été échangés entre les éclaireurs des deux armées. Et là, un lieutenant hanovrien de Hanovre fut tué ce 18 janvier à Vendel. Voilà, retrouvé mort au lieu-dit le Royard de Sénave, il fut enterré au cimetière de Berne, puis exhumé à la fin de la guerre et transporté en Allemagne. À Vendel, 2 jeunes soldats, dont l'un avait 17 ans, ont été blessés lors des affrontements du 18 janvier. Ils sont morts de leurs blessures, l'un et l'autre chez des habitants du village, qui les avaient accueillis et soignés, comme ça se faisait beaucoup durant cette guerre de 1870-71 dans les villages, comme dans les villes, comme je disais tout à l'heure, des ambulances qui étaient parfois chez des particuliers ou dans des fermes. Mais revenons sur le front Caulaincourt, Peuilly, Vermand. Vers 2 heures de l'après-midi, pour couvrir un repositionnement des troupes françaises
sur le plateau du côté de Vermand, il fut demandé au capitaine Pincherel et à ses hommes de venir se poster à Peuilly, aux entrées du village. Prussiens. Arrivés dans le village, à Peuilly, donc des ouvertures dans les toitures des maisons et en crénelèrent les murs pour tirer sur l'ennemi. De ces positions défensives protectrices, les soldats français tiraient sur les troupes ennemies qui arrivaient à proximité. Nombreux furent les morts. J'ai perdu. Oui, nombreux furent les morts et les blessés du côté prussien. Et ceux-ci étaient évacués hors du champ de bataille, dans les villages avoisinants. C'est très fréquent que les Prussiens emmenaient les soldats morts. Cependant, quand l'ennemi commençait à reculer, des renforts venaient faire masse aux entrées du village, si bien que celles-ci furent forcées par les troupes prussiennes au bout de quelque temps. Les Prussiens périrent dans des massacres dans la cour de la brasserie Jamard. Là aussi, leurs corps furent évacués durant la nuit suivante. Ce combat à la baïonnette dura pendant 3 longs quarts d'heure et s'étendit dans tout le village. À proximité de l'église, le capitaine Pincherel, acculé contre la porte du hangar de M. Vion, le maire de l'époque, est sommé de se rendre par un lieutenant prussien. Il étend à ses pieds d'un coup de revolver cet officier et l'un des soldats qui le serrait de près. Il tombe enfin à son tour, frappé d'une balle au front, mais 6 cadavres ennemis sont là, gisant à ses pieds. Ainsi, le village, après ce combat sanglant, s'est-il trouvé livré aux mains de l'ennemi. Durant l'après-midi, vers 16 h, du côté français, il avait été décidé, face à une supériorité en nombre de l'ennemi, d'abandonner Caulaincourt, à 2 km de Peuilly, pour établir l'infanterie dans les bois entre Caulaincourt et Vermand, et l'artillerie plus au nord. En grand nombre sur le village, qui est abandonné par une partie des habitants. L'armée française s'était retirée sur une nouvelle position plus proche de ce village. Elle avait tenté d'établir 2 batteries sur les remparts de l'oppidum, mais en vain, du fait de la difficulté d'accès, ce qui les rendit inactives pendant toute la fin de journée. Et là, à Vermand, le 48e régiment de garde mobile prend position dans les premières maisons du village. Il met ses maisons en état de défense, perd ses créneaux et reçoit l'ordre de s'y maintenir. Mais aucune tentative prussienne ne sera faite cependant sur Vermand. Mais l'ennemi occupait Caulaincourt et Peuilly. Du côté de Peuilly, dans ces mêmes moments, les affrontements sont poursuivis au-delà du village, les Brunehaut, au creux de la forte déclivité que les auteurs de l'époque nommaient le ravin de Peuilly. Et donc c'est là que ça marque la séparation entre la Somme et l'Aisne, et ça monte vers le plateau, Soyécourt et Vermand. Et donc durant tout l'après-midi, les assauts et les replis se sont succédés de part et d'autre entre le plateau et le ravin de Peuilly. Et c'est la nuit, vers 17 h, on est en janvier, qui mit fin au combat. Voilà, et en soirée à Peuilly, eh bien, l'ordre de pillage fut donné aux soldats prussiens. Alors femmes et enfants ne purent rentrer dans leur maison, errant dans les rues au milieu des fermes en feu, incendiés après avoir été pillés. Même les bestiaux, les chevaux, les vaches, les moutons, les volailles ont été emportés. Et ce même soir, après la bataille, le 18 janvier, ce sont les soldats prussiens qui ont cantonné dans les villages du Vermandois. Et on sait que 4 à 5 000 hommes ont passé la nuit dans le petit village d'Ancourt. 4 à 5 000.
Un soldat prussien est mort de ses blessures en cours. Il a été enterré au cimetière de Vraignes, là où repose également Hector Crinon, l'écrivain de langue picarde, qui était un contemporain de cette guerre, qui est décédé le 4 septembre 1870. Et le 19 janvier au matin, comme si de rien n'était, les soldats prussiens quittèrent Peuilly et les autres cantonnements en bon ordre, en direction de Saint-Quentin, où s'annonçait une bataille de plus grande ampleur. À Peuilly, ce même 19 janvier, 2 hommes furent requis pour ramasser les morts. Et ainsi, 7 soldats français, dont le capitaine Pincherel et le sergent Morand, de même que 30 soldats prussiens, furent enterrés au lieu dit La Tape-Dieu, à la demande des officiers prussiens, en ce lieu des combats héroïques, au creux du ravin de Peuilly, aux abords de la route, le long des bois et des champs. Alors, au sujet de la bataille, avant de quitter cette journée du 18 janvier, il est à noter qu'au jour même de cette bataille dans notre secteur rural, eh bien, dans la galerie des Glaces, c'est la proclamation de l'Empire allemand par le roi de Prusse, Guy Ier, à qui cette guerre a permis de reconstruire l'unité allemande. Mais, bien qu'il se sente assez puissant pour mettre en scène cette proclamation en futur vainqueur de la guerre, celle-ci n'est pas tout à fait terminée. Le 19, donc, c'est la bataille de Saint-Quentin. Le général Federbe dirige son armée depuis le moulin de Touvent à Gauchy. De nombreux villages sont concernés par cette bataille, dont Aulnon, Francilly-Sélancy, Fayet et bien d'autres encore. En fin de journée, la défaite est complète. L'armée du Nord aura déploré de nombreux morts, de nombreux blessés et de nombreux soldats faits prisonniers. Après une défaite définitive à Saint-Quentin, c'est pour l'armée de Federbe le retour dans ces places du Nord, ces places fortes du Nord. Ce même jour, le 19 janvier, alors que des régiments prussiens se sont portés en Picardie autour de Vermand et de Saint-Quentin, comme l'avait espéré le général Federbe, désireux de desserrer l'étau autour de Paris, le général Trochu, poussé par les Parisiens affamés par 4 mois de siège, tenta une sortie de Paris avec ses troupes pour forcer les lignes prussiennes et briser enfin, espérait-il, le siège de Paris. Mais ce fut à nouveau un échec et les pertes françaises furent importantes. Moins de 10 jours après, Paris capitule le 28 janvier 1871. Un armistice est signé ce même jour à Versailles, où s'était installé Bismarck, le roi de Prusse, voilà. Puis, durant les pourparlers pour un traité de paix, Bismarck imposa des conditions très dures pour la France. Annexion de l'Alsace et de la Moselle et paiement par la France d'une indemnité de guerre de 5 milliards de francs or. Alors, il y a un auteur qui s'appelle E.F. Rome qui souligne en 1972 que de tout temps et en toutes circonstances, la Prusse ne fait pas la guerre seulement pour la victoire, mais aussi comme moyen pour augmenter sa puissance militaire et financière, comme évoqué au début. Et en plus de cette indemnité de guerre globale exigée de la France, les réquisitions constantes et importantes dans toutes les régions occupées ou traversées viennent confirmer la réalité de cette pratique guerrière. Le 10 mai, le traité de Francfort met un terme à la guerre. La France fut libérée au rythme du paiement de la dette de guerre par la France à la Prusse. Et l'armée prussienne quitte définitivement Péronne le 22 juillet 1871. Et on a entendu tout à l'heure qu'elle quittait Ham le 23 juillet 1871, donc sans doute aussi l'ensemble de notre région. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a... Alors, monsieur. Oui, Monsieur le Roi, concernant le siège de Péronne,
Une ville saturée de fortifications qui datait du temps de Vauban, qui n'avait pas grande, militairement pas terrible, quoi. Mais on préférait bombarder la ville et ses habitants au mépris de toutes les lois humanitaires, plutôt que de tenter un assaut de vive force, un petit peu comme à Ham, sens contraire. Et quand on voit le résultat de la ville de Péronne, on voit, ben c'est la transparence avec ce qui s'est passé en 14-18. L'église de Péronne est au même état de ruine qu'elle sera en 1900. N'ont pas été tellement touchés et que les fortifications sont en bon état, quoi. Mais effectivement, la ville, par contre, très rapidement, et effectivement, au mépris des règles de la guerre, enfin, l'hôpital, qui, je crois, était signalé quand même aussi. Hein, avec la Croix-Rouge. Voilà, avec la Croix-Rouge, très rapidement, le premier après-midi de bombardement a été touché. Et il a fallu effectivement évacuer les malades, les infirmes, etc., dans ces conditions terribles. Hein, donc, alors, bon, pour ma part, c'est vrai que c'est l'objet de notre association de recherche sur l'histoire locale, c'est un peu de voir et comprendre ce qui s'est passé sur notre territoire, suivant les événements qui sont produits. Et c'est vrai qu'il y aurait sûrement beaucoup à dire sur les aspects militaires. Enfin, en tout cas, je crois que ça a fait aussi pas mal polémique ou sur aussi la façon peut-être je crois qu'on a mis la bibliographie. Il y a un passage assez consistant, assez considérable et qui est très intéressant à éplucher, si je puis dire. Hein, mais donc, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ces aspects-là. Et aussi, il y a eu polémique sur pourquoi Faidherbe n'est pas venu secourir Péronne ou pas. Alors, on dit... alors, il y a des sons de cloche, bien sûr, différents, et suivant qu'on écoute les Prussiens ou les Français, que... on lui aurait fait savoir que les bombardements étaient arrêtés hein, au moment du 2 janvier, etc. Enfin, on ne lui a pas dit que ça avait repris 2 janvier, quoi. Alors après, il y en a d'autres qui disent oui, mais il ne pouvait pas ne pas savoir. Alors, est-ce que c'est la crainte de la supériorité numérique des Allemands? Parce qu'on voit quand même dans la plupart des batailles, et à Peuilly aussi, si ça a fini à la baïonnette, c'est parce qu'il y avait toujours des renforts qui arrivaient. Il y avait une capacité de mobilité de la part des Prussiens qui était assez phénoménale. Et donc voilà, quoi, il y avait toujours, quand on voit les chiffres hein, dont on parle dans les batailles. Alors est-ce que Faidherbe a craint cette supériorité numérique? Est-ce qu'il avait en tête, puis son objectif quand même de départ, qui était d'essayer de desserrer l'étau de Paris pour briser le siège? Et donc c'est ce qui l'a fait descendre vers Vermand et Saint-Quentin pour aller au plus proche attaquer les lignes prussiennes pour desserrer l'étau. Bon, alors je crois que, enfin je ne sais pas, mais enfin en tout cas pour ce que j'ai lu, moi, il y a beaucoup de questions. Je n'en ai pas trouvé des réponses claires et absolues. Mais c'est vrai que ça amène beaucoup de questions. En tout cas, pendant le bombardement, donc c'est l'hiver, le vent est du nord, hein, nord-ouest. Et de Saint-Quentin, on entendait très bien la canonnade. Après, pas très loin en fait. Hein. On entendait très bien la canonnade et on a très bien entendu que le dernier jour du mois de décembre, la canonnade s'était arrêtée. Et c'est un petit peu qu'on peut se poser la question pourquoi Faidherbe ne l'a pas entendu. Il y a une certaine Alors, en tout questionnement cas, entre eux. Et aussi, je crois, tout à l'heure, je disais qu'à Cartigny, toute communication vers l'extérieur était interdite. Il y avait la crainte aussi, à un moment donné, il y a
la population qui a demandé, on a demandé de laisser sortir des gens, etc. Alors il y a un côté où on a laissé sortir, mais je crois que du côté de la porte de Bretagne, il n'était pas question de sortir parce qu'on craignait que des personnes puissent aller vers les régiments de fait d'herbe pour donner des informations sur ce qui se passait réellement à Péronne. Des choses de cet ordre. Par contre, il semblerait qu'on a utilisé peut-être des gens pour aller emmener des fausses informations à fait d'herbe. Enfin, il me semble qu'il y a beaucoup de choses confuses et Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir? Beaucoup de voix. Est-ce qu'on a une idée du nombre de morts durant cette guerre, approximativement? Non, j'ai pas. Je peux Et pas répondre. Ces militaires qui ont été tués, comment les a-t-on enterrés? Parce qu'il y avait quand même un grand nombre de morts. Et qu'est-ce qu'on en a fait? Alors qu'en 14, bon, on a quand même fait des cimetières militaires, mais à l'époque, ce n'était pas la priorité. Mais qu'est-ce qu'ils sont devenus? Alors, en tout cas pour les Prussiens, il était très fréquent. Après, il y a un certain nombre, pour ce qui est des Français et des Prussiens, puisque à Peuilly, par exemple, il y a donc 7 Français et 30 Prussiens qui sont enterrés dans le ravin de Peuilly, un monument qu'on ne voit plus maintenant, enfin qui est en route parce qu'il y a eu des travaux et vraiment il faut savoir où c'est. Bon, maintenant il y a une flèche quand même, mais il y a juste une petite sente pour y aller. Mais donc voilà, c'est sur les lieux des combats. Et là, c'est les officiers prussiens qui ont choisi ce lieu, un peu en mémoire des combats qui ont eu lieu là. À Caulaincourt, il y a 11 soldats français qui sont enterrés dans le cimetière près du monument. À Beauvois, je ne sais plus, mais il y a aussi des soldats. Donc voilà. En tout cas, il y a beaucoup de monuments dans les environs. Après, on a entendu aussi que, par exemple, à Berne, il y a eu un soldat qui a été inhumé, qui a ensuite été exhumé, emmené en Allemagne. À Tertry, on sait qu'il y en a un qui a été enterré, mais on a cherché la tombe, on n'a pas trouvé. Je veux dire, avec les 150 ans qui sont passés, il y a aussi des disparitions de lieux comme ça. Mais il y a aussi, comme à Tincourt, une tombe qui est là, qui était assez méconnue, enfin bon, qui était là en tout cas. C'était l'occasion que M. Morgan nous transmette la photo. Et donc, il y a ce caporal Anne-Alexandre qui est enterré là. Donc, il y a de manière éparse. À Tertry, il y a un beau monument aussi dans le cimetière où il y a, je crois que c'est 11 soldats français qui sont enterrés là. Alors après, pour ce qui est des batailles qui ont eu lieu dans l'Est de la France, je dois dire que c'est une masse de lectures, d'informations, etc. Et je ne peux pas dire que je sois un spécialiste de la guerre de 1870. Je peux dire que j'ai essayé de comprendre ce qui s'est passé dans le coin. Mais après, quand on voit, effectivement, comme à Gravelotte, par exemple, je crois, on dit, je ne sais plus à quelle date, le premier jour, 20 000 hors de combat. Bon, c'est des chiffres, effectivement, quoi. On a fait une exposition, donc, qui aura lieu d'ailleurs demain et après-demain ici à Tincourt. Et on a fait les 2 week-ends précédents à Peuilly. Il y a un monsieur qui est venu voir cette exposition et qui a des attaches visiblement dans l'Est de la France et qui avait les larmes aux yeux. Et qui disait, bon, vous n'avez pas parlé de telle bataille, telle bataille, telle bataille, parce qu'effectivement... mais voilà, je pense que dans la région de l'Est, ça a été des nombres considérables de morts, en tout cas. Mais bon, je ne sais pas au niveau des nombres. Merci, je reprends encore une fois la parole. Pour Noyelles,
Il y a vraiment une magnifique, la colonne fait d'herbe, qu'on appelle ça. J'y suis passé l'année dernière, l'été dernier, et le site est aménagé impeccable, avec une table d'orientation qui fait le déroulement chronologique de toute la bataille à propos de 70. Oui, on a eu l'occasion d'y aller, vous avez dû voir les photos, je pense que ça a dû passer à un moment donné, effectivement. Par contre, il n'est pas très bien indiqué, Mhm. mais Non, ça vaut le coup d'œil. oui. Mais en tout cas, c'est vrai que dans les environs, il y a énormément, beaucoup quand même de monuments, mais qui sont dans les cimetières et dont on ne sait pas trop, et quand on ne prête pas attention. Il y a des choses écrites dessus qu'on n'arrive plus toujours à lire, et des beaux textes parfois, et vous en avez vu un, je pense qu'il y avait celui de Beauvoir, mais il faut arriver à décrypter, quoi. Alors les gens qui passent à côté, ils ne devinent pas forcément que c'est la guerre 70-71, quoi, hein. Mais bon, 150e anniversaire, c'est l'occasion d'en parler un peu, et puis effectivement, la société académique, donc, dont vous faites partie, Saint-Quentin, fait une exposition fin 2020. Il y a un catalogue qui existe, aussi avec énormément de monuments autour de Saint-Quentin qui ont été concernés par la bataille du 18 ou du 19 janvier 1871. Est-ce qu'il y a une autre intervention? Sinon, pour terminer, moi, j'aurais parce que j'ai aussi le droit de poser des questions. J'avais deux petites questions, alors plus sur le fonctionnement un petit peu dans les coulisses. Alors, pourquoi vous vous êtes intéressé à cette guerre de 1870? Parce que c'est vrai que c'est une guerre dont on parle assez peu. Donc, en fait, pourquoi vous et votre association, l'association de recherche sur l'histoire locale, vous êtes intéressés à cette guerre? Pourquoi et comment vous avez récupéré toutes ces informations? Comment vous avez collecté toutes ces informations? Comment vous avez travaillé? Oui, vous avez dit tout à l'heure que notre association existe depuis 1983 et en 1984. Alors l'objectif c'était qui porte sur l'arrondissement de Péronne. Alors si vous êtes intéressé d'en savoir plus sur vos villages, etc., vous pouvez consulter sur Gallica ou bien, ça se trouve, on peut l'acheter assez facilement. Et donc, c'est divisé par canton, et dans chaque canton, il y a chaque village, ce qui s'est passé pendant la guerre. Où il n'y a pas eu de combat, mais où ça a été, comment dire, aujourd'hui impacté par la guerre, quoi. Hein, et donc on a élargi. Et puis ça nous a amené à se dire, mais pourquoi? Quel sens? Pourquoi cette bataille du 18 janvier? Comment ça se situait dans la guerre? C'est pour ça que je vous ai parlé du coup des débuts de la guerre, de l'origine, etc. Pour que ça donne sens, quoi. C'est pas seulement qu'il y a eu c'est pas seulement qu'il y a eu des combats, c'est que ça se situait dans le général. Et que finalement, il est utile, intéressant en tout cas, plutôt que de dire, tiens, ça s'est battu là, et puis c'est tout. Donc voilà comment ça s'est élargi. Et parce que, donc, on a fait une commémoration à Peuilly, c'était prévu pour fin janvier, ça a été reporté là, et où le maire, Arnaud Voiret, qui a été élu l'an dernier, a porté ce projet de mettre une plaque commémorative sur la façade de la mairie. Et donc on a fait ça le 18 septembre. Alors il y avait déjà une plaque en mémoire du général Bridoux qui est mort à Peuilly en septembre 1914. Et en dessous, il y a la plaque commémorative du combat sanglant à Peuilly du 18 janvier 1871,
avec quelques textes, un petit récit du combat, un poème, que je n'ai pas pris là, mais il y a en 1800, ah bon, faut peut-être pas que je sois trop long. En 1898, il y a comme d'autres années, une procession et une cérémonie aux tombes, auprès des tombes, une cérémonie patriotique. Et il y a le curé des Trémonts de l'époque, qui était un homme de lettres, qui a écrit un poème, mais bon, je ne saurais pas vous le dire comme ça. Et voilà, donc c'est sur la plaque, en tout cas, si vous avez l'occasion de passer à Peuilly, vous pourrez lire le poème sur la plaque commémorative. Donc voilà, et ça a été un partenariat entre l'association et la mairie de Peuilly pour préparer cette commémoration. Bon, ben, merci beaucoup, monsieur Leroy. C'est une excellente conclusion et une transition, parce que c'est vrai qu'on a un double objectif à l'Université rurale de la Cologne. Comme c'est écrit, quand vous le voyez sur les dépliants, on a un sous-titre, c'est découvrir et comprendre. Et là, je pense qu'on se rejoint beaucoup avec votre association. Alors, il me reste, j'ai quelques informations pour vous avant qu'on termine. La première chose, je voudrais vous remercier du fond du cœur, monsieur Leroy, parce que vous avez fait un exposé qui a été passionnant. Hein, c'est un énorme travail et je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur pour ça. En plus, on a appris des tas de choses. On sait maintenant pourquoi ça tombait comme un gravelotte. Ouais. Hein, puis on sait aussi que les chaussures en carton dans la neige, c'est pas terrible non plus pour marcher. Donc on a appris plein de choses avec vous. Je voudrais aussi vous remercier parce que derrière vous et derrière votre exposé, il y a toutes des de faire partie du comité des sages de l'Université rurale de la Cologne, donc à ce double titre. Merci Jean-Paul. Alors après, j'ai quelques petites informations qui sont un peu plus techniques. Alors les deux dernières années, on avait, enfin surtout la première année quand on faisait en présentiel, à la fin de chaque conférence, on avait une petite quille, parce qu'en fait, il faut qu'on vive un petit peu aussi. Et donc, vous verrez à la sortie. Alors on a innové cette année, c'est pas une quille, de musique, vous verrez, il faut toujours innover, il faut toujours changer. Donc vous verrez, chacun met ce qu'il veut. Hein, il n'y a aucune obligation, c'est que ça nous permet de vivre et de continuer. Autre chose importante, monsieur Leroy en a parlé un petit peu tout à l'heure, il y a une exposition qui a eu lieu pendant 2 week-ends à Peuilly et que la mairie de Peuilly et l'association nous a prêté et a mis à disposition. Donc dans cette même salle à Tincourt, donc demain après-midi, donc demain samedi de 14h à 17h et dimanche matin 10h30, 12h30 et dimanche après-midi. De la regarder. Après, cerise sur le gâteau, demain après-midi, on a 2 figurants en costume d'époque qui viendront un petit peu animer l'exposition. Donc ça, c'est pour ce week-end. Et après, je voudrais aussi vous confirmer 2 autres dates. Alors là, on parle plus de l'université. La prochaine conférence aura lieu le vendredi 26 novembre prochain. Donc on fera très certainement sous le même, très certainement, on le fera sous le même, le même format, c'est-à-dire qu'on le fera en présentiel et en distanciel via Facebook et Tincourt TV, donc la chaîne YouTube en différé le lendemain. Elle aura pour thème, donc ce sera les institutions politiques, et le conférencier sera monsieur Benoît Mercuzot, qui est l'ancien doyen de la faculté de droit et de sciences politiques d'Amiens, qui est maître de conférence à l'université d'Amiens. Et sa conférence aura pour objet le Conseil constitutionnel, garant des libertés ou frein à la démocratie. C'est un tout autre domaine, mais il faut vraiment qu'on soit... Et vous savez que le but de notre université, c'est d'être très éclectique. Donc ça sera le vendredi 26 novembre à 20h dans cette même salle et via Internet. Et puis le rendez-vous d'après, ce sera donc le 14 janvier. Le 14 janvier, on aura une conférence sur l'architecture par M. Fabien Sauvé, qui est architecte, et qui nous fera une conférence sur l'architecture de la reconstruction. Donc c'est aussi encore un autre domaine complètement différent. Et puis après, je vous laisse le suspense pour les 2 dernières conférences de l'année, je vous les donnerai lors des prochaines conférences. Voilà, je voulais vous remercier de votre attention, remercier de nouvelle fois Monsieur Leroy et l'association qui vous entoure, parce que vous avez fait un superbe travail. C'était très, très intéressant. Et puis, je vous donne rendez-vous à tous, que ce soit sur Internet ou en présentiel, donc le vendredi 26 novembre
prochain. Merci, bonne soirée à tous. Prenez soin de vous. Désolé, vu les contraintes sanitaires, avant on faisait un pot. Dès qu'on pourra le refaire, on reprend un peu. Là, on n'en a pas encore autorisation, mais dès qu'on pourra.